Donc, bonsoir à tous et bienvenue pour l'apéro Entreprendre avec Sophie de la Masure, donc ISA 97. Ce soir, on se retrouve pour parler d'entrepreneuriat, du coup, avec le parcours de Sophie pour l'apéro at home. Donc, l'apéro at home, comme je vous l'ai expliqué, ce sont des événements conviviaux. C'est vraiment un moment d'échange. On essaye de remplacer un petit peu les after-work dans les bars. Donc, n'hésitez pas à vous servir un verre et je vous souhaite à tous de trinquer. Et pour commencer, je vous propose, afin que Sophie vous connaisse un petit peu aussi, avant qu'elle parle d'elle, de parler un peu de vous et de faire un petit tour d'écran, pour pas dire un tour de table. Donc, je vous propose qu'en 2 mots, chacun se présente, un petit peu prénom, nom, promotion, si vous êtes d'HEI, de l'ISA, et ce qui vous intéresse dans le sujet de ce soir. Vraiment en 2 minutes, que ce soit pas trop long, et ensuite on donnera la parole à Sophie. Est-ce que quelqu'un veut se lancer en premier? Sinon, Moi, Paul-Henri, G73, HEI G73, retraité de l'ingénierie bâtiment. Je dirigeais un bureau d'études d'ingénierie bâtiment. Et c'est la première fois que je saisis au vol une possibilité de participer à ces réunions. Alors, pour une fois, où nous avons la chance d'avoir une conférencière féminine, et ben pourquoi pas. Je vais essayer de ne pas te décevoir. Super, bienvenue à nos événements. Alors. Ensuite, j'ai peut-être désigné comme ça, je vais faire par ordre de mon écran. Ensuite, j'ai Bernard. Oui, bonsoir, Bernard Perman. Moi, j'ai fait 15 ans à l'ISA et toujours pas diplômé, donc passionné par les compétences relationnelles et pour pouvoir continuer à rendre des services en augmentant les compétences, j'ai fait une formation, je suis certifié coach et donc je fais du coaching. Voilà. Ok, super. Bienvenue. Ensuite, j'ai Nicolas. Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Denoré. Je suis à HEI en 4e année et je suis très intéressé du coup par le domaine de l'entrepreneuriat. Ça m'intéresse beaucoup, j'ai plein d'interrogations à ce sujet, c'est pour ça que je me suis inscrit ce soir. Super, et comme ça tu vas pouvoir voir l'animation pour ton prochain apéro le mois prochain. Oui. Nicolas va animer à ma place, d'accord. Super, bienvenue Nicolas. Ensuite, j'ai Guillaume Laffineur. Bonjour, Guillaume Laffineur, ici à 39. Je m'occupe d'un fonds d'investissement dans l'industrie et ce que j'attends de l'échange d'aujourd'hui, c'est quelques clés dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui a motivé pour se lancer, les tractions fortes et le fil rouge finalement d'un projet pour le mener à bien. Ok, super. De la famille de FX, c'est Benjamin Laffineur? Oui, mes cousins, oui, tout à fait. Ok, je fais du hockey avec eux. Très bien. Voilà. Le monde est petit. Ensuite, Christophe Guillaume. Bonjour, donc Christophe Guillaume, promo 96 HEI, je suis président du réseau et je suis intéressé par les sujets entrepreneuriat et les échanges présents et à venir avec nos collègues de l'ISA. Super, merci Christophe. Ensuite, j'ai Guillaume, un autre Guillaume. Bonjour à tous, Guillaume, je travaille chez Decathlon et diplômé d'HEI 2014 et voilà, pareil, très intéressé par l'entrepreneuriat, quels sont les éléments déclencheurs, les réflexes, les choses qui permettent de passer le cap. Voilà. Super, merci beaucoup Guillaume. Ensuite, j'ai Eugénie. On ne t'entend pas Eugénie, il doit y avoir le micro coupé. Est-ce que là c'est bon? Oui, c'est bon. Ok, super. Donc du coup, Eugénie, ISA 37, donc diplômée en 2004. Voilà, j'y participe puisque l'entrepreneuriat est un sujet qui m'intéresse beaucoup et j'aimerais justement me lancer. Donc c'était l'occasion de pouvoir s'inspirer. Super, merci beaucoup. Ensuite, j'ai Jérôme. Donc, si tu peux, pour ceux qui viennent d'arriver, on fait un rapide tour de table. Donc, si vous pouvez vous présenter en 2 mots et dire ce qui vous intéresse dans la thématique de ce soir.
Bonsoir à tous, désolé, j'ai un petit peu de retard. Pas de souci. Moi c'est Jérôme Buquet, j'ai 29 ans, je travaille chez Decathlon depuis 1 an et demi. Et voilà, intéressé par cette conférence, parce que pourquoi pas, je me suis toujours dit qu'un jour j'entreprendrai. Donc c'est le moyen aussi de prendre des inputs et des bons plans, des bonnes choses à savoir. Donc voilà, merci en tout cas. Ok, super. Merci beaucoup. Ensuite, William, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, bonsoir, désolé pour mon retard. Pas de souci. C'est compliqué avec les enfants le soir. Donc moi je suis HEI 2011 et j'étais ingénieur travaux dans une boîte de construction générale et là j'ai monté mon entreprise il y a 1 an et demi de ça. Et donc voilà, ça m'intéresse toujours d'avoir des échanges avec des entrepreneurs qui ont pu faire aussi d'autres types d'entreprises. Voilà. Donc moi, c'est une entreprise dans le bâtiment, un peu le même style que celle dans laquelle j'étais, mais pour des chantiers de taille plus modeste. Ouais. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup, William. Ensuite, j'ai Michel Dransart. Oui, je suis retraité depuis fort longtemps et j'habite en Suisse depuis à peu près 50 ans. Mais je reste intéressé à ce qui se passe dans le monde des affaires et c'est pour ça que je me suis joint à cette conférence. Super, merci. Bienvenue, Michel. Michel, oui. Ensuite, j'ai Martin Richaud. Oui. Oui, bonsoir, je suis Martin Richaud, HEI promotion 2016. Je travaille aujourd'hui dans le textile technique en France dans une entreprise qui s'appelle Mermet, en recherche et développement. Et voilà, je me pose aussi des questions sur l'entrepreneuriat industriel et quels sont les leviers qui permettent de se motiver puis de se lancer, quels sont les déclics, quels sont les bons plans, quels sont quelques inputs. Ok, super. Merci, Martin. Ensuite, Félix. Oui, bonjour, donc moi c'est Félix, je suis en HEI 5 et je suis avec mon ami qui était à l'ISA encore l'année dernière. Et on a une idée d'entrepreneuriat dans la tête, on aimerait bien quelques petites pistes pour mieux commencer. Ok, super. J'espère que ça va vous aider ce soir. Louise. Louise, on ne t'entend pas. Pourtant, je vois que ton micro est activé. On n'entend pas du tout. On voit tes lèvres bouger. Peut-être essayer avec des écouteurs si tu en as. Ou sinon, tu peux écrire dans le chat et je me ferai porte-parole de ta présentation. En attendant que le micro de Louise fonctionne, Christophe Génie. Bonjour à tous, bonjour Manon, bonjour à tous. Donc cette fois, je ne me suis pas caché derrière un pseudo. Donc moi, je suis HEI 95, informatique industrielle. Je suis ici plutôt pour échanger à la fois parce que je suis intéressé par des gens qui sont en train de créer ou qui ont déjà créé, et peut-être partager un peu d'expérience. J'ai monté une boîte de conseil qui a vécu pendant 5 ans. Donc voilà, à l'occasion, si ça peut permettre à certains d'avoir quelques retours d'expérience sur le sujet. Et en tout cas, très intéressé par ce qui va être partagé sur les gens qui sont en projet ou en cours ou déjà créateurs d'entreprises. Ok, parfait. Merci beaucoup. Louise, du coup, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que sinon tu peux écrire dans le chat? Deuxième test. Elle s'est présentée dans le chat, donc je vais me faire porte-parole. Bonjour, Louise Boussemard, en 4e année à l'ISA. Je suis actuellement avec Léandre Desmy. Ok. Donc oui, et je les connais. Ah bah voilà. Bonjour Louise. Bonjour à tous les deux. N'hésitez pas à envoyer dans le chat et même si vous avez des questions ou quoi que ce soit, j'essaierai de les dire pour vous. Parfait. Je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si d'autres personnes nous rejoindront peut-être en cours de route.
J'ai envoyé un petit mail de rappel à tout le monde. Je vous souhaite à la vôtre et puis je vais donner la parole du coup à Sophie et je vais la laisser se présenter. Donc, bonjour à tous et merci Manon de m'avoir proposé d'animer cette petite conférence. Alors, par rapport à tous vos souhaits et puis vos projets de création, il n'y a pas de recette. En fait, je vais juste témoigner de mon expérience, du pourquoi j'en suis arrivée là aujourd'hui. Alors, je ne suis pas jeune créatrice, enfin, je suis jeune créatrice, mais pas jeune diplômée. J'ai eu tout un parcours avant et ça fait que 2 ans que j'ai créé mes boîtes, vous allez voir. Et donc, je vais plutôt vous faire partager l'expérience, le pourquoi j'ai basculé alors que j'étais destinée à être salariée toute ma vie et parce que ça m'allait bien, la sécurité. Et qu'est-ce qui a fait que j'ai basculé? Et je me dis aujourd'hui pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Donc, peut-être cette expérience pourra aussi vous aider à accélérer la mise en place du changement et votre aptitude à mettre en place le changement dans vos vies. C'est un petit peu ce que je vous souhaite par rapport à ce retour d'expérience que je vais vous proposer. Alors, je vais partager mon écran. J'ai préparé une petite présentation pour que ça soit plus sympa à suivre. Voilà, alors n'hésitez pas si... je vais peut-être vite tout ça, comme je ne vois pas forcément toutes les réactions des uns et des autres, de m'interrompre si vous avez des questions ou autre chose. Donc voilà, en fait, Sophie Delemazure, 46 ans, je suis mariée, 3 enfants et j'ai fini l'ISA, j'ai été diplômée en 97 à la suite d'un DA en qualité, sécurité, environnement. Et en fait, mes années d'ISA ont été orientées sur je veux être responsable qualité en industrie. Et tous mes stages, je les ai faits dans cette dynamique-là. Et à la sortie de l'ISA, j'ai intégré par opportunisme, en fait, finalement, un cabinet conseil en conseil innovation, en qualité, sécurité, environnement. Et en fait, j'y ai passé 20 ans de ma vie à faire du conseil et de l'accompagnement des entreprises, développement de compétences et développement stratégique en lien avec la qualité, la sécurité et l'environnement. Donc, j'ai conçu des systèmes. Donc, c'était dans ce cabinet conseil, j'étais très autonome. Je développais énormément de choses. Donc, ça me plaisait. Je n'ai pas voulu chercher ailleurs parce que j'avais une équipe, j'avais des ressources, j'avais la confiance qui faisait que derrière, je me projetais dans cette dynamique-là salariale de manière infinie parce que je n'avais pas forcément envie de créer ou je n'avais pas d'idée de créer quoi que ce soit. En 2015, en fait, mon directeur qui m'avait embauché 15 ans avant prend sa retraite et me propose la direction du cabinet. C'est un cabinet qui comptait 10 consultants sur Amiens. Et puis là, changement de posture. J'étais consultante, effectivement, avec un beau portefeuille en management. J'accompagnais les juniors qui étaient dans le cabinet. Mais ce changement de posture ou ce poste-là de direction, finalement, ça m'a fait peur. Le changement, mes habitudes, mes capacités aussi étaient remises en cause par rapport à cette direction. Et puis, j'étais maman de 3 enfants. Comment concilier à la fois une vie de famille et puis un poste de consultant plus de direction, ça m'a fait peur. Et j'ai refusé. Et puis, ils l'ont proposé à mon collègue qui a pris donc la direction du cabinet. Sauf qu'il y a toujours eu dans ma tête cette frustration de me dire, mais si j'avais été un peu plus en confiance et avec un peu plus d'assurance, j'aurais pris la place et j'aurais mieux fait. Et toujours cette rengaine-là de me dire pourquoi j'ai pas osé, pourquoi je suis restée dans mon confort, pourquoi je suis restée dans cette posture qui m'allait et pourquoi j'ai pas osé. Le mot oser était très important cette période-là pour moi. 2016, nouveau directeur, une pression supplémentaire avec des objectifs beaucoup plus forts et le boulot qui prenait une place extrêmement importante dans ma vie avec de moins en moins de présence pour mes enfants, beaucoup de déplacements en France et à l'étranger et donc au fur et à mesure,
J'arrivais plus à gérer. Donc, stress, anxiété, nervosité, impatience vis-à-vis de mes enfants, enfin une vie atroce. Pour, au final, en novembre 2016, donc je bougeais beaucoup parce que j'avais des missions dans le Bordelais. J'accompagnais les viticulteurs dans la certification ISO 14000 et un nouveau groupe, une nouvelle mission dans le Cognac. Donc quand c'est comme ça, quand c'est nouveau, j'ai tout de suite la panique. Donc beaucoup de stress. Et avant de prendre mon train, je courais parce que bien sûr, je suis toujours en retard. Je glisse parce qu'il pleuvait. Je me fais une entorse de la cheville. Et j'étais tellement conditionnée par le fait que je devais prendre mon train parce que je devais aller à ma formation, animer ma formation parce que j'étais une professionnelle et je devais le faire, que je me suis relevée avec une cheville éclatée et j'ai fait un malaise de douleur en fait et je me suis explosé la tronche par terre. Traumatisme facial, dents cassées, fracture de la mâchoire, enfin voilà, la totale. Tout ça parce que j'étais conditionnée en disant je me suis engagée, je suis professionnelle et j'y vais, sans du tout m'occuper de moi, prendre du temps pour me dire est-ce que c'est cette vie-là que je veux. C'était je dois le faire donc je le fais. Et suite à cet accident, remise en cause complète des compteurs. Est-ce que c'est ça la vie que je veux? Est-ce que c'est me casser la gueule tous les 5 minutes parce que je serais tellement fatiguée et épuisée de tout que j'en oublie et même ma santé? Et donc, c'est finalement ce choc-là qui m'a fait prendre conscience que la vie que j'étais en train d'avoir, elle ne me correspondait plus. Mais je pense que sans cet accident-là, sans ce point déclencheur-là, j'aurais continué pareil. Et en 2017, je me suis dit, qu'est-ce que je fais pour me remettre en fait en phase avec ce que je veux vraiment et ne plus faire pour les autres ou faire par devoir, mais vraiment prendre conscience de ce que je voulais moi. Et ce que je voulais moi, c'était plus de sérénité, une meilleure qualité de vie de manière générale, à la fois au travail et puis chez moi avec mes enfants. Et face à ça, en fait, j'ai été négocier avec mon directeur de faire un 3e cycle en fait, en gestion du stress et qualité de vie au travail. Donc, c'était de l'alternance entre mon job dans le cabinet et puis j'avais ces cours-là en parallèle. J'avais négocié ça pour pouvoir, c'était une négociation pour dire je continue à me former et puis c'est quelque chose qui va être intéressant pour moi dans mon métier pour être plus zen et pour pouvoir mieux vivre cette situation de charge professionnelle et puis de stress. Sauf que ça m'a tellement plu et ça a fait tellement écho à ce décalage-là que je vivais dans ma vie professionnelle de surmenage en fait, avec un métier qui me plaisait plus par rapport à la charge et par rapport à la pression que j'avais de ma direction. Et puis, ce besoin de dire j'ai besoin d'autre chose pour avancer. Et donc là, ça a commencé à basculer dans ma tête en me disant ça fait peut-être 20 ans que je fais ça, je suis reconnue, professionnelle, je suis appréciée. Maintenant, il y a peut-être autre chose à faire de ma vie que de me foutre par terre comme ça pour le boulot. Mais quand on arrive là, quand on se dit oui, il y a peut-être autre chose, et alors là, c'est le questionnement total. S'il y a autre chose, il y a quoi? Et la remise en question complète. Moi, aujourd'hui, de quoi je suis capable? Parce que finalement, les yeux fermés, j'ai fait pendant 20 ans la même chose. Je suis compétente, consciente, compétente que je sais faire ça. Mais si je veux faire autre chose, si je veux m'ouvrir à une autre possibilité ou si je veux créer ma boîte, est-ce que j'en suis capable? Demain, est-ce que je veux vraiment faire ça ou qu'est-ce que je veux faire d'autre? Et qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer entre je sais faire ça, mais ça ne me plaît plus, et je veux faire ça, mais je ne sais pas encore le faire. Donc, il y avait tout ce questionnement-là sur moi demain, qu'est-ce que je veux faire, comment je veux le faire, en conciliant professionnel et familial, et avec qui je veux le faire. Ça, c'était aussi très important parce que moi, dans ma conception de mon métier, dans le consulting, c'était l'équipe, c'était le cabinet. Et de se retrouver en création d'entreprise tout seul, c'était une vraie panique pour moi. De me dire, déjà, je ne me sentais pas capable toute seule. Et en plus, c'est vraiment une source d'épuisement quand on n'est pas réalimenté et réanimé par d'autres personnes autour. Et puis après, alors pardon, il y a vos photos, donc je vois plus ce que j'ai marqué à droite. Pour les autres aussi, oui. Par rapport aux jeunes là, qui veulent créer tout de suite,
c'est vrai que vous n'aurez pas ces questions-là, cette question financière de sécurité. Moi, j'avais quand même un bon salaire, des primes, des 13e, 14e mois, tous les mois qui tombaient, avec des charges de famille, des crédits, etc. Donc, de me dire, j'abandonne tout et puis je pars à l'aventure parce que ça me fait plaisir, là, tu ne peux pas faire ça, en fait. Est-ce que financièrement, je peux? Est-ce que techniquement, je peux? Et quelles sont mes ressources, en fait, pour me sécuriser sur cette partie-là? Donc, c'est vrai que cette période de questionnement, elle a été assez dure à vivre, finalement, parce que chacune des questions me renvoyait au fait que non, pars pas, reste à l'endroit où tu veux, et puis tu vas voir, ça va aller. Voilà, toujours ce déni de dire si, ça va aller, parce que là, tu connais, et donc tu es bien dans cette posture-là, et tu vas voir, ça va changer. Mais surtout, ne pas aller à l'aventure. Et donc, cette phase de questionnement, j'en ai eu 4, vraiment très forts par rapport à ma situation, mon projet, ce que je voulais faire. De réfléchir sur qu'est-ce que je veux faire. Finalement, ce choix-là de me dire, je veux partir, je veux créer ma boîte, mais est-ce que je vais me rassurer en me disant, je vais faire comme avant, mais est-ce que c'est vraiment ça que je voulais faire? Et là, le fait de se dire, j'ai cette opportunité de créer, mais en fin de compte, qu'est-ce que je veux créer? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Et tout est permis là. Donc, je vais faire en sorte de rêver à un idéal de création qui permettrait d'être vraiment moi-même et en phase avec ce que j'ai envie de faire. Le deuxième, c'est ce besoin de sécurité. Et ça arrive très, très vite derrière. Quelles sont mes ressources? Quelles sont mes sécurités pour justement passer outre cette question de je ne vais pas y arriver financièrement, pour me sécuriser et dire c'est plus ça le sujet, quoi. Je vais me concentrer sur vraiment la finalité et ce que je veux vraiment faire. Le côté matériel, on n'en parle plus. Le côté aussi qui a été un tournant pour moi, de me dire, je suis reconnue aujourd'hui, je suis compétente dans ce que je fais. Demain, je ne serai plus personne. Parce que j'étais consultante chez Périgé. Demain, je serai consultante Cetana, mais personne ne me connaît finalement. La boîte, elle est inconnue. Voilà. Et donc, comment faire pour recréer cette identité qui me ressemblerait, mais qui soit aussi une source de développement à l'extérieur. Et ça, ce développement commercial, c'était quelque chose que je ne faisais pas forcément dans mon ancien job parce que j'étais connue, donc je n'avais pas besoin de développer et puis aller sonner aux portes et faire du phoning pour avoir mes clients. Donc ça, c'était une source de peur aussi pour moi, être capable d'aller me vendre, entre guillemets. Et puis, la troisième source d'inquiétude aussi, c'était seul ou en équipe. Et quand on crée sa boîte, soit on s'associe, soit on y va tout seul. Mais bon, en général, on y va un peu tout seul, quoi. Et ça, ce côté solitude, ça me faisait très peur. J'avais besoin d'être rassurée, entourée. Donc, c'est voilà, les 4 points sur lesquels j'ai vraiment eu du mal à avancer. Il a fallu du temps pour que ça mûrisse et que j'arrive à mettre un pas et puis me dire j'y vais. Et donc, comment le projet Cetana est né? C'est suite à ça. En fait, je vous disais que le premier élément déclencheur de ma réflexion, ça a été mon évanouissement et puis que le corps a flanché. Le déclencheur qui a fait vraiment complètement tout basculer en disant oui, c'est maintenant et c'est aujourd'hui, c'est octobre 2018, un entretien avec ma direction, un entretien annuel qu'on faisait ensemble, où là, finalement, c'était quand même en train de germer. J'avais cette réflexion dans la tête avec de plus en plus un éloignement de mon poste. Je commençais à être déphasée entre l'investissement que je mettais avant dans mon poste salarié et puis avec mes velléités de partir ailleurs. Et ça se voyait, enfin, j'étais plus complètement investie dans mon boulot et puis je rêvais d'autres choses. Et puis, je me suis fait remettre en place par ma direction, par mon directeur. Et puis, je l'ai mal pris en disant non, je veux plus rentrer dans les clous, je veux plus rentrer dans le cadre. J'ai l'impression d'étouffer, j'ai envie d'autre chose. Et puis, il m'a dit, écoute, si ça ne te plaît plus, personne n'est indispensable, tu peux partir. Et c'était la phrase qu'il ne fallait pas dire, en fait, parce que j'ai dit, et je me suis levée, je suis partie. Et je pense que j'avais la maturité, en fait, pour le faire. Justement, ce côté-là financier, de me dire, je vais partir, comment je vais faire, je ne vais pas savoir payer mes factures et tout ça, je l'avais suffisamment traité avant, je m'étais suffisamment rassurée pour avoir l'audace
de me dire, allez, c'est tout, j'arrête et je me prends en main et je me lance. Bon, après, je suis rentrée chez moi, je me suis fait engueuler par mon mari qui m'a dit, tu vas retourner, tu vas négocier une rupture conventionnelle. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis restée 3 mois pour justement finaliser tous mes dossiers, pas partir vis-à-vis de mes clients et tout ça, et puis faire en sorte que voilà, ça y ait une continuité et puis un transfert des dossiers. Donc, j'ai négocié ma rupture conventionnelle avec le fait que je restais 3 mois pour faire la passation. Mais à partir de janvier, voilà, ma réflexion a commencé à vraiment se mettre en place et par rapport à un nom, une posture stratégique, qu'est-ce que je voulais faire vraiment, quelle est mon offre, voilà, être en phase vraiment avec ce que j'avais envie. Et là, il y a une phase d'euphorie qui se crée parce que la décision est prise et maintenant, c'est l'action qui démarre. Il n'y a plus les freins qui vous freinent, qui vous attachent au passé, qui vous attachent à vos peurs, mais il y a vraiment cet engouement de dire, allez, tout est entre mes mains et c'est moi qui vais créer la vie que je veux, en fait. Et toute cette phase d'identification de qui vous allez être demain à travers votre entreprise, c'est hyper exaltant. Et à côté de ça, eh ben, il y a toutes les démarches administratives et des accompagnants qui ont été extraordinaires avec moi. C'est la BGE. J'avais une consultante qui m'a accompagnée, qui m'a fait travailler, qui m'a coachée sur vraiment savoir ce que je voulais faire. À la fois pour moi et puis à la fois pour ce que j'allais proposer à l'extérieur, pour que ça ne soit pas décalé par rapport à moi, mes envies qui pouvaient être un peu farfelues de temps en temps, et puis la réalité qui pourrait marcher sur le terrain. Et en septembre 2019, donc, j'ai créé ma boîte. En parallèle de ça, en fait, comme j'avais un gros portefeuille chez Périgé, dans mon cabinet, là, en avril 2019, je suis partie officiellement, mais j'ai fait de la sous-traitance, de la freelance, en fait, pour continuer à accompagner mes clients. Donc, je suis, entre guillemets, partie avec mon portefeuille de clients et ça me permettait d'avoir aussi un apport financier, une sécurité et puis continuer à travailler. Parce que la difficulté quand on crée et qu'on n'a rien à côté, eh ben, les journées sont longues quand même parce que ça prend du temps, la réflexion. On est tout seul dans son monde et puis les gens autour, mari, amis, famille, oh, bon, tu fais ça et toujours des réactions de peur parce qu'ils ne maîtrisent pas les choses. Donc, si tu n'as pas une bouffée d'oxygène pour aller ailleurs et continuer à te rassurer sur ce que tu veux vraiment faire et les moyens que tu as pour le faire, ça peut être une source de stress en plus. Donc, Cetana a été créé. Donc, c'était petit joueur au départ, c'est-à-dire que j'ai créé une boîte qui faisait exactement ce que je faisais avant. En me disant, ce qui me pesait, c'était mon directeur, c'était le carcan, l'entreprise, le salariat. Là, je fais des choses que j'aime pour moi. Donc, voilà, c'était au départ ça. J'ai appris tout ce qui était ISO, etc. Et j'ai développé tout ce qui était mes valeurs, mes compétences distinctives, ce qui faisait mon identité. Cetana, pour vous préciser le terme, ça veut dire âme, A-M-E en sanskrit. C'est un vieux langage indien, parce que j'avais besoin de retrouver une âme, retrouver ma flamme que j'avais peut-être perdue parce que j'étais trop dans une routine. Et là, je voulais que moi, Sophie de Lemazur, je puisse créer mon identité à travers la nouvelle forme professionnelle que je voulais prendre. Donc, c'était très symbolique. Bilan 2019 de Cetana, donc après quelques mois de fonctionnement et de création. Voilà, tout seul au monde. Et tu te dis, bon, est-ce que c'était le bon choix? Ok, j'ai mes anciens clients, mais les nouveaux, comment je vais faire pour aller les chercher? Est-ce que ça va marcher? Et là, rebelote, questionnement, est-ce que c'était le bon choix? Est-ce que je ne me remarquerai pas salarié? Donc, elle est toujours en phase, en fait, de questionnement, quand des phases d'euphorie où ça va, et puis des phases un peu plus dures où là, on est tout seul. Parce que quand on entreprend, on est tout seul, même si on est entouré par sa famille, on est quand même tout seul face à cette réussite ou cet échec. Et mes manques, c'était la convivialité d'une équipe, la réassurance technique aussi, de me dire face à un client ou par rapport à des doutes ou tout ça, vers qui je me tourne, et là, tu es tout seul. Développement de compétences, il n'y a personne qui te dit, allez, va te prendre une journée de formation pour t'aérer et tout ça. Enfin, voilà, tu as tout, en fait, tu as tout apporté, et finalement, tu t'oublies aussi, tes besoins de tout ça s'oublient.
Donc, c'était une période de re-questionnement en disant finalement, je ne suis pas encore en phase avec ce que je voudrais être. Et ce que je pensais au départ, finalement, je ne l'ai pas atteint. Et donc, j'ai commencé à me dire, il me faudrait une équipe. Finalement, c'est ça qui me manque. Cette solitude, elle me pèse. Cette réassurance, ce besoin d'échange, ça me manque. Donc, il me faut une équipe. Et aussi de me dire, bon, ok, j'ai été prudente en me disant, je fais ce que j'ai toujours fait, mais est-ce que c'est vraiment ça que je voulais vraiment faire? Est-ce que l'enthousiasme que j'avais à me former sur la gestion du stress, la qualité de vie au travail, le développement personnel, être en phase avec soi, est-ce que c'est pas vraiment ça sur lequel je voudrais m'investir? Et donc, l'audace, oser, est encore revenue à ce moment-là. Et en février 2020, après avoir fait le tour un peu de plein de monde, je suis tombée sur le réseau Vacom. C'est un réseau de franchise en ressources humaines, le sens de l'humain. Et en fait, ça a fait tilt. C'était une rencontre. En fait, quand on est prêt, j'ai l'impression quand tout s'aligne en fait et tu rencontres les personnes qui correspondent à ce que tu attends là, et c'était vraiment cette rencontre-là, elle était extraordinaire. Donc je me suis franchisée Vacom. En parallèle, j'avais toujours mes clients sur Cetana, mais j'ai développé une autre partie de mon potentiel et mon développement autour de l'accompagnement de l'humain qui faisait sens par rapport à mon expérience. Je pourrais vous expliquer un peu plus ça, mais c'est remettre l'humain et aujourd'hui, avec le distanciel, avec les crises, avec les angoisses liées à l'avenir, cette notion de remettre une place dans le sens de l'humain, retrouver l'essence même de ce que fait la valeur ajoutée, le potentiel, le talent de chaque être dans l'entreprise, c'est un travail extraordinaire à développer. Et donc voilà, j'ai trouvé ma vocation à ce moment-là. Et donc j'accompagne maintenant, je forme, je conseille et je coach sur ce développement et la cohésion d'équipe et le management en entreprise pour que le potentiel humain soit développé à son plus haut niveau. Janvier 2021, premier tour de boucle avec le premier bilan financier de mon expérience entrepreneuriale, très positif, alors que j'ai démarré Cetana en pleine période de Covid. Cetana et puis Vacom, c'était pas forcément la meilleure période pour créer. Et en fait, non, j'ai trouvé le créneau et une super année en fait de développement. Mais, encore une fois, remise en question, parce que quand on rentre dans cette boucle de me dire je fais ça pour être vraiment en phase avec moi, pour vraiment être épanouie et consciente de ce que je veux apporter à la fois à moi, ma famille et puis à la société, et on est toujours en train de se questionner sur est-ce que ça fait sens pour moi. Et ce réseau Vacom, finalement, je me dis ok, je suis dans un collectif, mais au final, je suis quand même tout seul, dirigeante Vacom. Je suis différente des autres franchisés, chacun au niveau national a des fonctionnements différents. Je dois quand même me contenter de rester dans un cadre qui m'est imposé par la franchise. Et au sein de mon entreprise et de mes missions, je suis quand même toute seule. Donc la question, est-ce que ça me suffit? Eh bien non, ça ne me suffisait pas. Et donc en février, il y a un petit mois, troisième identité, troisième boîte, j'ai trouvé en fait dans mes différents clients, les différentes missions, les différentes rencontres, un associé qui partageait la même vision, les mêmes valeurs, et on a créé Gaïa Consultant. C'est un accompagnement, en fait, c'est un mixte de Cetana et de Vacom entre l'accompagnement du monde agricole à la transition agroécologique. Et donc, mon collègue, mon associé, est sur la partie technique agronomique, accompagnement au changement avec la réduction des produits phytosanitaires, etc. Et moi, je suis sur l'accompagnement au changement de l'agriculteur, de l'homme, qui va mettre en place tout ce changement dans ses pratiques. Et donc, finalement, j'associe mon ancien métier, l'ISA, la stratégie environnementale, et puis avec cet accompagnement de l'humain dans cet avenir de l'agriculture de demain. Voilà, donc on se retrouvera peut-être dans un an, puis je vous dirai qu'il y a autre chose aussi, mais c'est vraiment je suis rentrée dans cette boucle, finalement, de remise en cause,
Et mon aventure finalement entrepreneuriale, j'aime bien cette petite devise, c'était une aventure et ça l'est toujours. L'aventure, c'est la crise qu'on accepte et la crise, c'est l'aventure qu'on refuse. Et en fait, je me suis mise dans cette aventure en me disant que toutes les opportunités, tous les questionnements qui auraient pu me faire peur et me faire revenir à mon état initial, dans ma zone de confort, finalement, je les ai transformés en opportunités de vraiment me réaliser. Et de pouvoir aligner en fait mes 3 cercles de projets, mon projet de vie avec ma famille, mon projet de chef d'entreprise et puis mon projet client, mon projet avec la société. Et le fait d'avoir trouvé, parce que à la fois Cetana et puis Vacom, j'accompagnais tout type d'entreprise, tout métier. Et là, avec Gaïa, je touche du doigt une mission en fait finalement qui fait sens, accompagner à protéger la terre et à transformer l'agriculture pour en faire une différente qui respecte la société et l'environnement dans lequel on vit. Et ça, voilà, ça trouve son sens et ça fait que derrière, j'ai une énergie, mais vous ne pouvez pas savoir, sur la mise en place de cette démarche-là. Et je pense que quand on décide de partir en entrepreneuriat, comme ça, de créer son entreprise, il faut 2 choses. Il faut trouver du sens. Pourquoi on le fait ? Pourquoi je me lève le matin et pourquoi ça me fait vibrer ? Et comment je le fais ? Avec qui et de quelle manière ? Pour justement être vraiment en phase avec qui on est, parce qu'à partir du moment où on raisonnera avec nous, derrière, il y aura la réussite, c'est évident. Si on n'est pas en phase, on trouvera toujours des excuses, des peurs ou des choses qui feront que derrière, le succès ne sera pas là. Après, juste pour répondre peut-être à des interrogations sur qu'est-ce qui m'a manqué et qu'est-ce qui fait que derrière, j'ai rebondi. Cette notion de solitude dans la création d'entreprise, elle est très prenante, elle est très paralysante. Et puis, la notion de stress, de dire est-ce que je vais y arriver ? Et toujours se répéter est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais y arriver ? Et j'ai fait ça peut-être en dépit d'un certain nombre de gens qui me disaient mais non, vas-y pas, tu vas te planter, c'est trop dangereux, tu n'es pas encore prêt, fais ton expérience avant. Donc, tu as toujours des échos de gens qui vont te freiner, qui vont te faire peur. Et pour ça, en fait, moi, les solutions que j'ai trouvées, c'est le réseau. Trouver des gens autour de vous qui vous aident, qui vous accompagnent avec bienveillance sur le projet. Qu'il aboutisse ou qu'il n'aboutisse pas, il ne faut pas rester seul avec son idée. Alors, au départ, on se dit, bah ouais, mais si je vais en discuter avec les uns et les autres, surtout dans le même domaine, ils vont me piquer mon idée, je ne vais pas leur dire, ou je veux attendre que ça soit bien abouti pour commencer à en parler. Non. L'acheminement et votre cheminement intellectuel, il passe par la confrontation de votre idée. Et ça va vous faire grandir, ça va peut-être vous freiner, mais vous réorienter sur autre chose. Et ça, c'est primordial pour que vous aussi, vous créiez de la confiance dans ce projet-là, par cette confrontation. Moi, le réseau Vacom, il a été exceptionnel justement pour développer mon aptitude à changer de métier, à passer sur de l'humain à la place de la technique. Et puis, le réseau BNI, on en parlera peut-être après. C'est un réseau de chefs d'entreprise, en fait, qui se réunissent tous les jeudis matins, 2 heures, de 7h30 à 9h30, où on échange du business. Et moi, ma grande frustration, c'était, je ne suis pas commerciale, et puis là encore maintenant, quand on me dit qu'il faut faire du phoning pour avoir des clients, moi, c'était hors de question que je passe mes journées à appeler des gens qui me raccrochent au nez, quoi. Donc, pour éviter ça, c'est créer du lien et puis aller créer du lien et de l'amitié aussi pour avoir des gens autour de nous qui puissent accompagner et qui puissent être bienveillants dans cette création. Et puis, cette notion de peur, de stress, où est-ce que je vais ? C'est cette notion d'accompagnement plus individuel. Il y a la notion de réseau qui apporte son avis et la notion de coaching individuel. Et je fais un petit clin d'œil à Bernard qui est là. Bernard a été un de mes coachs pendant ma réflexion. Et c'est des personnes comme ça, très particulières, sur une rencontre ou sur une discussion, font que les marches évoluent et qu'il y ait des déclics qui se mettent en place. Donc surtout, cette solitude et ces angoisses, c'est avec l'autre que vous pouvez les faire basculer. Et puis, petite astuce, développement de son aptitude au changement, parce que c'est ça, passer d'un état à un autre, c'est l'aptitude au changement. Et ça s'entraîne pour pouvoir dépasser sa zone de confort,
aller dans l'apprentissage avec la réflexion, avec le réseautage, avec le développement de compétences. Et puis, le petit truc en plus qui fait que vous basculez. Et non pas, on revient en arrière parce que la peur est trop forte et puis on reste dans sa zone de confort. Donc, cette aptitude au changement, il faut l'entretenir. Et une fois que vous l'avez entretenue, la zone de panique, elle n'existe plus. Parce que la confiance est là et elle vous donne des ailes, carrément. Et ça, cette aptitude, voilà, c'est plus un petit clin d'œil sur le fonctionnement neuronal de notre cerveau. L'aptitude au changement, c'est une zone particulière du cerveau, la zone P5. Et tu la crées, en fait, tu l'actives à partir de l'imaginaire. Et ça, c'est une des grosses astuces aussi de la réussite et de la mise en place de ce changement-là dans vos vies, c'est de l'imaginer. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et c'est tout ce qui est utilisé dans le sport, dans la visualisation en fait du but ou de la performance qui va être atteinte. Plus vous aurez la lisibilité, la clairvoyance de ce que vous voulez faire et que vous voyez en état de réussite, plus ça sera clair et précis, plus derrière cette zone sera activée et plus elle sera ancrée dans le corps. Et finalement, plus vous l'aurez vécu en rêve, entre guillemets, plus elle deviendra réalité en tant que telle. Et donc, c'est vraiment la définition de ces objectifs, les clarifier, les visualiser et se les répéter et les personnes autour pouvoir les confronter avec pour que ça devienne quelque chose de tellement évident parce que vous l'avez tellement intégré en vous que derrière, ça permet d'être beaucoup plus simple et casser ses peurs. Voilà, donc, parce que je parle beaucoup et je pense que c'est plus intéressant de passer à vos questions. Mais effectivement, cette zone du changement, je pourrais reprendre tout le fil de ma présentation sur ce que j'ai vécu à aujourd'hui avec cette courbe du changement, du choc, du déni, de la colère, de la dépression en disant j'y arriverai pas, de toute manière je ne suis pas capable et te rends compte financièrement je ne vais pas y arriver, au fait que non, j'ai confiance et j'y vais et je peux réussir. Et derrière, mon petit principe que j'aime beaucoup, qui va avec cette notion de visualisation d'objectifs positifs et où vous voyez en réussite, c'est les gens ordinaires croient uniquement ce qui est possible. Les gens extraordinaires visualisent non pas ce qui est possible ou probable, mais l'impossible. Et en visualisant l'impossible, ils commencent à le considérer comme possible. Donc voilà tout ce que je vous souhaite pour les futurs créateurs d'entreprises, d'avoir cette visualisation positive de votre réussite et votre succès. Et à partir du moment où vous en serez convaincus, derrière, je vous dis, c'est la physique quantique et la loi de l'attraction d'Einstein, c'est plus vous attirez le succès, parce que vous l'aurez imaginé, vous l'aurez pensé, plus vous aurez autour de vous les personnes qui vous permettront de le réaliser. Voilà, merci pour votre écoute et je suis ouverte à vos questions. Merci beaucoup, Sophie. Du coup, n'hésitez pas à prendre la parole si vous avez des remarques, des questions ou quoi que ce soit. Vous pouvez. Déjà, merci Sophie pour le partage d'expérience. Enfin, à titre personnel, j'ai vraiment apprécié la manière dont tu l'as présenté, avec toutes les périodes de doute, tout ce que tu as vécu. Donc, merci pour ça. Je pense que c'est bien pour les jeunes qui sont avec nous, qui ont des projets, qui se posent des questions. En tout cas, à titre perso, moi, je vous ai dit, j'ai monté une boîte qui a vécu 5 ans, dans le conseil également. Je m'y retrouve, hein, Sophie, on a vécu le même truc. Tu as dit quelque chose qui est extrêmement important de mon point de vue, solitude. Oui. C'est vraiment quelque chose, gardez en tête, et en fonction du choix que vous ferez dans la création, que le créateur est souvent seul. Il est seul face à ses décisions, il est seul face à ses problèmes, il est seul avec sa motivation ou son manque de motivation. Et j'ai croisé un autre chef d'entreprise qui m'a dit à l'époque, créer, entreprendre, c'est un col de haute montagne. Vous avez les cales pieds serrés, il ne faut pas arrêter de pédaler. C'est un travail de longue haleine, c'est dans la durée que ça se passe, et il faut ménager ses efforts. Mais entourez-vous, vraiment, je pense que Sophie l'a dit, entourez-vous, faites-vous accompagner, des amis, des coachs, ce que vous voulez. En ce qui me concerne à l'époque, à la maison, c'était compliqué. Ma femme n'étant pas du tout dans le monde de l'entreprise. Ouais. Je n'avais pas d'appui à la maison et j'ai trouvé à l'extérieur d'autres appuis. C'était vraiment intéressant d'échanger. Exact. Ouais, merci Christophe. Ouais. J'ai eu un message de Louise qui te remercie beaucoup. Elle a beaucoup apprécié la détermination que tu as eue pour entreprendre dans ton projet. Merci Louise. Elle n'arrive pas à activer son micro, elle s'en excuse, mais je me fais porte-parole de son message.
Sophie, peut-être une question pour enclencher les questions-réponses. Qu'est-ce qui t'a paru le plus dur? Enfin, je vous dirai après ce que moi j'ai vécu, qui m'a paru compliqué à titre perso, mais qu'est-ce qui t'a paru le plus dur dans ta création et les mois qui ont suivi la création de la boîte? La notion, enfin, bon, c'était peut-être aussi par rapport à ma situation familiale, le côté économique. De dire, je me lance, je vais mettre entre guillemets en péril une sécurité, une stabilité financière. Ok, il y a le chômage pendant 2 ans, mais ça va vite. Et donc derrière, si jamais je me plante, au bout de 2 ans, je fais quoi? Donc c'était vraiment ça, le fait de dire, c'est mon choix et j'ai envie de m'épanouir dans ce projet-là, mais d'un autre côté, je ne suis pas toute seule dans ce choix. J'ai aussi ma famille derrière et le risque que je fais prendre à ma famille, ça a pesé aussi sur le fait de dire j'y vais ou pas. Mais finalement, le poids derrière de ce que je vivais, au final, c'est ça qui a fait basculer. Et je pense que quand tu bascules, c'est qu'il y a un événement extérieur qui est le déclencheur. Sinon, tu te crées des excuses en disant bon, finalement, bon, c'est pas si mal que ça, et puis il y a la sécurité, c'est quand même bien, et machin. Enfin, voilà, tu te crées des auto-excuses qui t'empêchent finalement de passer le pas. Je te confirme. Enfin, j'ai vécu la même chose. Alors moi, le déclencheur, c'était un plan de sauvegarde de l'emploi. J'ai quitté une grande structure, Alcatel-Lucent à l'époque, et j'ai fait le grand saut avec un gros filet de sécurité malgré tout, parce que j'avais non pas une rupture conventionnelle, mais un plan de sauvegarde de l'emploi avec des mesures d'accompagnement. Ça met un énorme filet de sécurité. C'est vraiment en milieu de carrière, c'est un énorme filet de sécurité. Mais peut-être pour les jeunes qui sont avec nous, la question est venue dans un autre échange de savoir est-ce que je crée en sortie d'école ou est-ce que je crée en milieu de carrière. Tu l'as très bien abordé, Sophie, si je peux me permettre. C'est la question sortie d'études, c'est OK, on a des doutes sur son expérience et ce qu'on a comme compétences, mais on n'a pas des charges de famille d'une certaine façon, et on n'a pas les mêmes contraintes. Voilà. Une fois que les enfants sont là, qu'il y a une maison, qu'il y a une voiture, etc., c'est un peu plus compliqué. La prise de risque est différente. On a l'expérience, certes, mais les enjeux sont plus les mêmes. Tout à fait. Ouais, on n'est plus tout seul. Peut-être pour partager l'expérience, moi, ce que j'ai trouvé très, très compliqué, je me suis retrouvé tout seul face à tout ce qu'il y a à gérer. Alors, c'est super épanouissant. Ça va de la comptabilité au marketing, en passant par la brochure commerciale, le site web, le positionnement stratégique, le positionnement commercial, etc., etc. Et il faut tout faire tout seul. Bon, en tout cas, en fonction de ton tempérament, ça peut être la tentation de tout faire tout seul. J'ai passé des soirées à faire mon premier logo. Il y avait du recul, il était tout moche. Et on dit finalement, c'est un métier, quoi. Voilà, c'est ça. Et faisons faire aujourd'hui, ça me sert. C'est une vraie leçon de vie sur qui on est et comment on se comporte par rapport à ça. Les comptables appellent ça faire ou faire faire, ou les contrôleurs de gestion. C'est une vraie question. Quand vous créez, quelle est la quote-part, enfin, qu'est-ce qu'il faut garder à son niveau et qu'est-ce qu'il faut déléguer ou sous-traiter. Et en l'occurrence, le logo plus l'identité visuelle de mon entreprise, ça m'a coûté de mémoire 500 ou 600 €. Donc c'était ridicule par rapport au chiffre d'affaires que je générais à côté. Mais parce que, voilà, spontanément au début, c'était mon bébé, c'était mon entreprise, donc c'était mon logo, c'était ma signature, c'était mon site web. Mais avec du recul, ce n'est pas le meilleur choix que j'ai fait. Ouais. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'était moi, mon site web et tout ça. On a vraiment cette fusion entre moi, personne, et entreprise. Et finalement, on veut incarner son entreprise et donc pouvoir maîtriser tout, être vraiment une seule et même personne par rapport à ces choix-là. Et c'est pour ça que c'est difficile de déléguer parce qu'on veut s'approprier cette identité-là. C'est particulièrement vrai pour le conseil. Moi, j'ai mis 2 ans. J'ai mis 2 ans vraiment avant de revenir à la situation où je me suis dit, c'est mon travail et je ne dois plus me confondre avec mon travail et inversement. C'est vraiment 2 choses différentes. Est-ce qu'il y a des questions? J'avais plein de gens qui se posaient des questions sur la création, peut-être pour ne pas monopoliser la parole, des gens qui avaient des projets techno ou des choses comme ça. Après, ce qu'on peut peut-être, bravo Sophie, ce qu'on peut peut-être partager, c'est William, parce que William, tu as démarré, mais pas tout seul, c'est ça qui est bien. Oui, bah, si vous voulez un petit retour sur ce que moi j'ai vécu, enfin, après c'est marrant. En tout cas, je me retrouve très bien dans le démarrage de Sophie parce que j'ai peut-être un petit peu moins attendu. Moi, j'ai été embauché, enfin, j'ai fait 7 ans dans mon premier job et c'était le même depuis le début. Hein, j'ai eu la même boîte. Et en fait, comme Sophie, j'adorais mon métier. Donc,
moi, j'avoue que j'ai été content d'être un petit peu salarié. Ça va peut-être un peu à l'encontre de créer sa boîte tout de suite, mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé aussi ma période de salariat. Mais assez vite, j'ai un chef qui m'a été attribué et Le déclencheur. avec qui on n'avait pas exactement la même vision des choses. Donc, ça, voilà, ça m'a poussé un peu à la sortie. Mais en parallèle, j'avais un projet familial de césure. Donc, on est parti 1 an à La Réunion. Et en partant, en fait, je ne savais pas exactement ce que j'allais faire en rentrant. Et arrivé là-bas, en fait, au début, c'est sympa, on profite, etc. Et puis, au bout d'un moment, on se dit, bon, c'est bien d'être homme au foyer, mais j'ai quand même un petit peu de temps pour faire autre chose. Et du coup, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire après? Est-ce que je reprends dans la même boîte? Parce que c'était quand même une bonne boîte que j'aimais bien et on faisait quand même des beaux projets, etc. Mais bon, mon chef avait plutôt tendance à prendre du galon et du coup, à potentiellement devenir directeur d'agence un jour. Donc, j'y croyais pas trop. Après, aller chez le concurrent, si c'est pour retrouver la même chose, voire pire, c'est pas la peine. Et du coup, restait l'idée de pourquoi pas monter ma boîte et retrouver l'intérêt que j'avais dans le travail au départ. En fait, pour moi, le but c'était pas d'être créateur. Enfin, le but c'était pas de créer mon entreprise. Le but c'était plutôt de créer mon environnement de travail tel que je l'entendais, exactement comme tu disais, Sophie. Hein, c'est vraiment le même principe. Mais effectivement, moi, j'ai tout de suite cherché à me trouver un binôme, ne serait-ce que parce que, en tant qu'ingénieur, la notion commerciale, la notion, comme tu disais, Sophie, faire du démarchage, etc. Enfin, voilà, tout ça, on n'est pas hyper à l'aise avec ça. Et du coup, je me suis cherché un associé et complémentaire, tant qu'à faire, pas être sur le même créneau. Et j'ai eu la chance de retrouver parmi mes contacts quelqu'un qui se posait des questions depuis quelques années, n'est-ce pas? Et qui du coup avait lui déjà commencé à monter un projet, mais bon bref, ça n'a pas fonctionné. Et donc là, lui c'est un ISEG que je connaissais déjà, pas très bien, mais que je connaissais déjà, et qui avait fait de l'audit, du conseil, et qui était directeur administratif et financier. Donc, exactement ce qu'il me fallait pour moi me sentir beaucoup plus serein sur toute cette partie-là qui, en fait, moi, me rebute. Et qui pourtant est hyper importante, notamment dans le bâtiment. La finance, c'est vraiment pas du gâteau et il faut vraiment pas faire d'erreur. Enfin, c'est des montants qui sont assez importants et donc faut surtout pas dépenser trop d'argent et pas récupérer l'argent avant, quoi. Donc voilà. Donc du coup, j'ai eu cette chance-là et en fait ça m'a beaucoup porté parce que le fait d'être à deux, ça aide beaucoup à discuter, à échanger, voilà, à chercher des idées. Mais voilà, lui, il n'est pas du tout du bâtiment, donc en fait, c'est ça qui était génial aussi, c'est qu'en fait toute la partie métier, j'étais complètement libre de la créer et je l'ai créée de par mon expérience et de par mon envie, quoi. Et lui, il m'a suivi à 100% là-dedans et ça, c'est vraiment sympa parce que lui, moi, je lui fais confiance complètement sur la partie administrative et financière et lui, il me fait complètement confiance sur la partie métier et du coup, on se complète bien et on a largement de quoi s'occuper tous les deux. Donc ça, c'est très bien. Et après, au niveau de l'environnement proche, ça, je pense que c'est le cas un peu de tout le monde. Dans notre réseau privé, on a aussi beaucoup de gens qui ont des compétences différentes. Je ne sais pas s'il y en a qui font peut-être partie d'associations ou autres. Enfin, les associations, ça permet aussi d'augmenter le réseau et d'avoir d'autres contacts pour d'autres choses. Et typiquement, pour l'histoire du logo, moi, je n'ai pas cherché à investir des fortunes là-dedans, mais en discutant un peu, j'ai trouvé un copain de copain de copain qui fait ça comme ça dans son salon, sur son ordi. Donc, il m'a créé mon logo. C'était très bien. Il m'a fait 3 propositions. C'était très pro. Au final, c'est ma charte graphique qui me sert aujourd'hui. Et ça me va très bien. Après, voilà, c'est pas l'essentiel du truc.
Bonsoir. Juste pour petite anecdote, mon logo et puis mon site internet Cetana, c'est Lisa qui me l'a créé. C'est les étudiants de 4e année, une petite thématique avec eux, super pro et pas cher. Ouais, voilà, c'est ça. Après, parce que je pense que l'intérêt de mettre beaucoup d'argent tout de suite sur le marketing, il n'y a pas forcément de sens finalement, parce que faut pas s'imaginer qu'en créant, on va tout de suite faire de la pub sur TF1, quoi. Donc, Alors, si William, tu touches un point intéressant, juste tu me fais réagir à une anecdote vécue. Attention, méfiez-vous, en période de création d'entreprise, vous avez une armée de gens qui vont vouloir vendre leurs services et vous allez dépenser tout votre capital avant même d'avoir généré 1 euro de chiffre d'affaires. Soyez extrêmement vigilants, prudents. Il n'y a pas nécessairement d'intérêt à obtenir des prestations, du support de tous ces braves gens. Ils sont là pour faire du chiffre d'affaires sur votre compte et ce n'est pas là où vous en aurez le plus besoin. Merci Christophe pour cette petite anecdote. N'hésitez pas. Vécu, hein. J'imagine. Sophie, moi je suis assez impressionné par l'analyse que tu fais de ton parcours et le sens que tu lui donnes. Tu te focalises là maintenant sur le monde agricole pour avoir été témoin du type de contact que tu pouvais établir avec des agriculteurs. Je te souhaite beaucoup de réussite. Je voulais te demander si j'ai terminé la lecture il n'y a pas très longtemps d'un bouquin sur le manuel de la grande transition. Si tu participes aussi à toutes ces réflexions sur les questions du sens aujourd'hui, du respect de la planète, est-ce que c'est quelque chose qui te motive aussi? Ça me motive, mais effectivement, pour l'instant, j'arrive pas. C'est focalisation sur la création du développement et du chiffre d'affaires, mais j'ai trouvé le sens, le pourquoi. Après, effectivement, de prise de hauteur et puis travailler beaucoup plus largement sur ça me plairait. Bon, peut-être progressivement. Mais si tu as des ouvertures sur ces choses-là, ça m'intéresse, Bernard. Pas de souci, je transmets. Ouais. Mais je me souviens du contact que tu avais eu à Laon avec le groupe d'agriculteurs. Là, c'était assez prodigieux, quoi. Ouais. Donc, je pense que tu as vraiment toutes ces qualités là pour les aider, pour les accompagner, parce qu'ils sont quand même aussi au cœur de la cible souvent. Malmenés, oui. Et s'il y a des gens qui peuvent leur apporter compétences pour les aider à prendre de bons virages, c'est vraiment super. Bon courage à toi. Ouais, c'est gentil, merci. J'avais une petite question sur le cheminement, Sophie, où tu nous as bien décrit, toi, finalement, ce cheminement qui s'est fait par différentes rencontres, qui était déjà en tant qu'actif entrepreneur, si je puis dire. Quand on est en phase amont de réflexion, où finalement il peut y avoir pas mal de projets différents qui s'entrechoquent, qui sont les bons interlocuteurs ou associations? J'ai noté la BGE, des choses comme ça, qui peuvent aider sur ces démarches un peu itératives pour mettre une méthodologie ou Alors, la BGE, c'est vraiment une fois que tu as ton projet clair, là, ils vont t'aider à structurer ton approche plutôt promotion de ta démarche pour aller voir les banques, pour constituer tes statuts, pour voilà. C'est opérationnel là. Voilà, c'est de l'opérationnel. Mais d'un autre côté, elle te coach sur la définition réellement de ton offre, ta mission, qu'est-ce que tu vas présenter. Donc, elle t'oblige à te poser les bonnes questions pour être clair sur ce que tu vas proposer, pour clarifier ton projet. Mais au départ, si le projet est encore flou, c'est vrai que ce n'est pas cette personne-là, parce qu'elle va travailler sur un projet un peu concret quand même. Donc là, la question, c'est plutôt en amont. Quand tu as les idées un peu fumeuses, tu te dis comment ça pourrait être. Je pense qu'à la fois, c'est ton réseau proche et le réseau un peu plus loin, c'est investir des groupes de réflexion. Alors, moi, c'est ce groupe BNI, mais aussi, comme disait le Lille Hockey Club, c'est le club de hockey sur lequel je joue. Mais
tu as plein de professionnels, des gens qui sont autour de toi et qui peuvent t'aider. Moi, j'ai rencontré plein des joueurs avec moi qui étaient RH, qui étaient directeurs de… Et par ces contacts-là, finalement, ça t'aide. C'est que ça, en fait. C'est de la relecture et du miroir sur ton projet pour affiner. Et si tu en as plein, eh ben, il faut progressivement les confronter aux autres pour affiner et potentiellement en éliminer ou au contraire faire en sorte que ça marche. Mais si tu restes tout seul dans ta tête ou qu'avec des gens proches qui potentiellement ont un intérêt à ce que tu le fasses ou que tu ne le fasses pas, tu n'auras pas la bonne vision. Il faut des gens neutres et des gens bienveillants. Mais quand tu es en phase de réflexion, je pense que c'est plutôt des réseaux amicaux qui peuvent t'aider. Après, je ne sais pas, Bernard. Des bouquins aussi, non? Enfin, j'ai pas. Ah des livres aussi, peut-être oui, bien sûr. Ah, oui. Oui, des bouquins. Ouais. Vous avez des bonnes références à glisser ou pas? J'ai des bonnes références. Oui, je pourrais te donner à Manon, si tu veux, la liste des bouquins qui m'ont aidé à réfléchir sur… Moi, ce n'était pas forcément sur le projet, la thématique du projet, mais sur l'acte, le fait de oser. C'est plus ça qui est le déclencheur, en fait. En fait, ce que je trouve parfois quand on transpose son métier actuel en indépendant, parce que ça nous fait triper, c'est super. Puis après, on le fait développer de proche en proche. Après, ça, c'est une voie. Mais la question dont je me pose, c'est est-ce que ça, c'est pas une voie, enfin, ça mérite, quand on est à ce stade, je pense que ça mérite d'explorer d'autres voies pour pas prendre cette voie qui semble être la voie la plus directe parce qu'on voit les freins à lever. Et quand on est dans cette démarche, ce serait dommage de ne pas explorer 2-3 autres voies pour regretter 2 ans après, finalement, d'avoir peut-être raté une autre voie, quoi. C'est un petit peu mon parcours. Hein. J'ai fait la voie facile et puis après, j'ai bifurqué. Mais c'était par rapport à mes freins à moi, de me dire est-ce que j'en suis capable? Moi, ça a toujours été ça, la confiance en moi. Et il me fallait des petites marches en fait, à gravir pour arriver aujourd'hui à vraiment ce que je sens être ma mission en fait. Mais toi, si tu as la capacité de te remettre en cause, de prendre du recul et de pouvoir dire voilà, clairement, ce que je vois comme mission pour moi et dans lequel je serai heureux, même si c'est en dehors de ce que tu sais faire aujourd'hui, bah, vas-y, quoi. Te perds pas ton temps avec un truc où tu sais que ça ne sera pas vers ça que tu t'épanouiras. Mais c'est en fait la notion de risque de chacun et d'audace. Moi, je vois quand même un truc qui est commun entre nous trois, Christophe et Sophie, si je ne me trompe pas, c'est qu'on s'est quand même tous arrêtés à un moment. Oui. Et je pense qu'en France, on a la chance de pouvoir le faire. Et moi, sans ça, clairement, j'aurais jamais, déjà même juste eu l'idée de créer une boîte, quoi. Et je pense que quand on dit prendre du recul et se poser des bonnes questions et tout, et voir du monde et tout, effectivement, mais il faut un temps phénoménal pour ça. Et je pense qu'en continuant une activité professionnelle, c'est pour moi quasi impossible, quoi. Et moi, la césure m'a beaucoup permis ça, en fait. Ça a été une vraie césure à ce niveau-là, parce que déjà, j'ai eu moi, j'ai beaucoup randonné, et en randonnant, on pense, le recul. On réfléchit beaucoup. Mais en plus de ça, ce qu'on disait, tu disais, Sophie, tu parlais de la BGE, etc. Il y a plein d'organismes comme ça, mais c'est pareil, ça prend énormément de temps, parce que c'est pas juste l'heure ou les 2 heures de rendez-vous, c'est tout le boulot qu'il y a derrière. Et ça, clairement, moi, je trouve que pour pouvoir faire quelque chose, il faut à un moment se poser et réfléchir sérieusement au sujet. Et après, je pense que en France, on a la chance de pouvoir s'arrêter, quitte à repartir sur ce qu'on faisait avant. Il existe les congés sabbatiques ou les ruptures conventionnelles ou les choses comme ça. En plus, ça a encore évolué avec les lois Macron. Mais clairement,
ça permet quand même la sécurité financière et ça permet aussi d'être accompagné par Pôle emploi parce que mine de rien, il y a quand même des accompagnements au niveau de Pôle emploi qui sont, je ne parle pas de l'agence en tant que telle, hein, mais il y a des accompagnements qui sont proposés qui sont intéressants et surtout, ça permet d'avoir le temps de le faire, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. temps-là, le fait que acter, je prends un temps pour y réfléchir vraiment, c'est déjà l'acte du changement. Que de dire bon, bah, je le fais en parallèle, finalement tu ne le fais pas quoi. Ou c'est ça, voilà, clairement. Après, Guillaume, peut-être sur la démarche elle-même, alors te pose pas trop de questions sur si c'est le bon projet, je pourrais en faire plein d'autres. Moi, mon expert comptable, tous les ans, on m'a dit Monsieur Génie, je ne comprends pas, vous avez encore changé d'activité. C'est pas grave. Ça évolue en fonction des opportunités business, ça évolue en fonction de tes envies à toi. Donc, sois pas trop dogmatique là-dessus. Ce qui est important, par contre, c'est un peu ce qu'a expliqué Sophie au début, c'est d'affiner son projet, de tester son positionnement et après d'aller le confronter avec des gens dans le secteur d'activité que tu vises. L'intérêt, c'est par exemple de trouver des codes. Il y a des us et coutumes dans chacun des métiers. Dans les RH, tu as des cycles budgétaires, tu as des pratiques commerciales pour la sous-traitance, etc. Et ça vaut pour tous les secteurs, hein, dans les travaux publics également. Enfin, ça vaut vraiment dans tous les secteurs. C'est d'aller confronter ton projet en disant j'envisage de créer une structure dans tel type d'activité avec tel type de positionnement et de faire réagir tes interlocuteurs. Voir comment ils reçoivent, même s'ils ne sont pas sur le point de te passer une commande, mais juste comprendre comment tu es reçu par quelqu'un dont c'est le métier ou qui évolue dans ce secteur d'activité. Et peut-être partager également le truc. Alors, Sophie l'a dit implicitement tout à l'heure, mais en ce qui me concerne, moi, sur les 18 premiers mois, j'avais mis des objectifs à 6 mois, 12 mois, 18 mois. 6 mois, je m'étais dit, il faut confirmer le décollage de la boîte. J'ai déjà généré du chiffre d'affaires et ça commence à montrer des signes. À 12 mois, c'est j'ai une boîte qui est viable et je suis capable de générer un salaire et je vais en vivre. Ou au contraire, c'est mort et je me donne 6 mois pour retrouver du boulot. Et j'avais, paradoxalement, le plus peur, c'était la zone grise. C'est-à-dire ça a décollé, mais pas suffisamment pour en vivre et c'est trop pour dire j'arrête tout de suite. Voilà. Et le fait de dire je me mets des objectifs un peu couchés sur le papier, confrontés avec un coach peut-être, pour prendre du recul, c'est des critères de décision. Moi, j'ai une amie qui a monté sa boîte en même temps que moi ou à 6 mois près. On se servait de coach mutuel en version croisée. Elle, sa boîte n'a jamais décollé. Et un jour, je lui ai dit, écoute, je suis obligé de te dire ça, mais pose-toi la question, quels sont tes critères là, maintenant, objectivement, pour les 6 mois à venir, parce que résolument et objectivement, ça ne décolle pas. Et elle ne voyait plus, elle était dans son truc, elle ne voyait pas que sa boîte, elle ne décollait pas. Donc, le regard extérieur, toujours, ouais. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, j'ai une toute petite question. Merci Sophie pour le témoignage et merci aux autres aussi. Tu parlais de coaching et de l'importance du coaching. Est-ce que toi, tu as débuté ça dès les suites de ton accident ou à quelles étapes ça a été le plus important pour toi de te faire épauler par un coach? Le côté coaching, pour moi, c'est l'effet miroir. C'était vraiment ça. Et en fonction des personnes que tu rencontres, l'effet miroir est différent. Mais surtout, faut avoir des personnes, voilà, type Bernard. Mais c'est ça, c'est des personnes qui sont bienveillantes et qui sont là pour t'accompagner dans ton projet et non pas qui te renvoient leur peur. Parce que ça, c'est quand tu restes dans ton cercle familial ou des amis ou des gens assez proches, ils vont te projeter ce qu'ils ont envie ou ce qu'ils ressentent. Alors que des gens autour qui ont peut-être moins d'impact ou qui ont moins, enfin voilà, qui sont plus neutres, mais toujours dans cette bienveillance, ça va t'aider. Et donc cette notion de coaching, c'est pas forcément de payer un coach qui est professionnel là-dessus, quoique ça peut être utile. Mais d'un autre côté, des personnes comme ça, alors on a la chance d'être issus d'écoles d'ingénieurs avec des profs qui sont vraiment super bien et de pouvoir avoir peut-être des anciens contacts ou des anciens ingénieurs qui peuvent aussi t'aider à réfléchir là-dessus en toute bienveillance. Et je pense qu'il ne faut pas lésiner. Je pense Manon, c'est un des sujets aussi de ces apéros-là, c'est de créer ce lien-là et d'accompagnement de jeunes qui peuvent être accompagnés comme ça. Donc, la notion de coach, c'est vraiment l'effet miroir pour te faire réfléchir et réagir, mais sans interaction affective avec toi. Et Sophie, tu touches un point intéressant. Je pense que, enfin, à titre perso, je pense que c'est une très bonne idée d'utiliser plus efficacement et plus souvent le réseau pour dire, voilà, j'ai besoin d'un retour d'expérience ou je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider parmi les anciens des écoles sur tel ou tel type de projet.
Et je pense vraiment qu'il y a des gens qui répondront présent parce qu'on a tous envie d'aider d'une certaine façon. Tout à fait. Et je pensais vous en parler en conclusion, mais du coup, ça va être l'occasion de vous en parler. Actuellement, avec du coup, le réseau des diplômés, on remet en place les clubs professionnels et on lance un club justement entrepreneuriat. Et donc, l'objectif de ce club, ça va être justement de mettre en relation des entrepreneurs entre eux, de s'entraider. Ça va être vraiment de l'entraide, ça va être des conférences voilà, sur, je sais pas, comment pitcher, expliquer comment pitcher, expliquer comment, enfin voilà, par des professionnels. Et donc, c'est en cours. Si vous êtes intéressé, pour ceux qui ont un profil sur le compte HEI Alumni, ça se passera sur notre site heialumni.org. Donc, il y a un onglet club et vous allez voir club professionnel et vous pouvez rejoindre ce club en vous connectant à votre profil. Pour les ISA, je ne sais pas si c'est possible de rejoindre notre groupe vu que c'est sur notre site. Mais je pense que vous aurez toujours accès aux événements. De toute façon, on les ouvrira aux diplômés ISA. Et comme il y a le projet de rapprochement avec l'ISA, je pense que ça va se faire très vite. Donc voilà, n'hésitez pas et ça va être lancé très, très vite. Pour l'instant, il y a les réunions pour le projet de lancement, etc. Donc on cherche à avoir des relais moteurs justement pour ce club, qui soient moteurs pour l'organisation des événements, etc. Donc voilà, on va essayer de bouger ça très vite. Après, juste peut-être pour compléter par rapport à un échange qu'on a eu récemment avec un autre projet qui a été présenté. Alors, William fait probablement exception puisqu'il est dans le domaine des travaux publics et avec des investissements certainement très importants. Il y a cette question aussi de l'investissement initial. C'est-à-dire que quand vous lancez une activité de conseil, pour le coup, l'investissement initial, c'est un PC à quelques licences. Et ça se résume à peu près à ça, plus quelques formations. Ce n'est pas le même choix de création que de créer une entreprise avec un investissement lourd de plusieurs centaines de milliers, voire millions d'euros. Donc là aussi, ça peut changer la donne en termes de levée de fonds, en termes de financement de l'opération. Et on a dans le réseau, et c'est des gens que vous pourrez trouver dans les anciens, des gens qui ont créé des entreprises depuis de longue date, qui sont à la tête d'entreprises industrielles aujourd'hui et qui ont monté leur boîte en sortie d'école. Tout à fait. Et on va continuer aussi à organiser des apéros à home avec des entrepreneurs, que ce soit à HEI ou ça, donc n'hésitez pas à y participer aussi. William, Ouais, juste par rapport à ce que tu disais, Christophe, moi perso, j'ai pas investi d'argent plus que ça parce que je suis payé par mes clients avant de payer mes sous-traitants. Donc, j'ai pas ce problème d'investissement. Par contre, j'ai mon beau-frère qui a créé sa bière. Et lui, par contre, lui, il a acheté des fûts, des machins, etc. Mais il a été suivi par des banques et il a réussi à faire en sorte de pas trop investir non plus. Enfin, voilà. Après, je pense que dans les cycles d'investissement, il y a beaucoup de choses aussi possibles. Manon, il faudra penser à mettre un petit logo placement de produit. On l'a pas bien vu, William. C'est quoi la marque de la bière? Ouais, c'est l'abbaye de Vaucelles. Voilà. Je vais mettre le contenu sponsorisé. Tu as bien raison. C'est enregistré, Manon, c'est bon? Oui, c'est bon, c'est noté. Je vais leur demander un petit chèque avant la rediffusion. Est-ce que les jeunes, vous avez des projets, des étudiants, des choses à partager ou des remarques? Oui, j'ai deux dernières questions avant. J'ai deux questions, ouais. Est-ce que c'est possible aussi d'avoir ton contact, Sophie, pour poser une question en privé après, juste? Oui, c'est possible. Ouais. Je sais pas comment Manon. Sinon, je mets dans. Sinon, c'est sophie@delemazur.com. Je peux l'envoyer à tout le monde dans le chat. Et je pense que vous l'avez en copie du mail que je vous ai envoyé avec le lien de connexion. Normalement, Sophie, elle était en copie. Sur LinkedIn, vous pouvez trouver. Ou sur LinkedIn, oui, tout à fait. Et en fait, nous, notre projet, il est un peu particulier parce qu'on aimerait créer une entreprise, mais en Inde. Il est fait pour le marché indien. Et du coup, on ne sait pas trop à qui se tourner parce qu'il n'y a pas beaucoup de réseaux, j'imagine. Donc, je ne sais pas si... Si, je pense qu'il y a des réseaux. Après, moi, il y a sûrement des réseaux, oui. Là, pour le coup, je ne les connais pas. Non, mais ça fait partie des choses qu'il faut aller chercher. C'est déjà comprendre, et tu as raison, c'est la première bonne question, c'est est-ce qu'il y a des réseaux? Il y a, comment s'appelle cet organisme qui aide les entreprises à l'exportation?
j'ai oublié le nom, ça va revenir. Tu as déjà des organismes d'État qui sont souvent associés ou affiliés aux ambassades. Donc, ne serait-ce que tu vois, de contacter l'ambassade de France en Inde, certainement qu'ils pourront te mettre en relation avec des réseaux, soit français, soit indiens, qui pourront, ne serait-ce que des portes d'entrée pour aller plus loin. D'accord. Ok. Merci. Après, n'hésite pas à voir s'il y a des alumni en Inde aussi. Ouais. Aussi, ouais. Peut-être une dernière question avant de conclure. Après, on conclura parce que l'heure passe vite. L'horloge tourne. S'il n'y a pas d'autres questions. En attendant, si vous voulez trouver l'inspiration, je vous propose de faire une petite photo tous ensemble. Donc ceux qui ne souhaitent pas apparaître, vous pouvez éteindre vos caméras. Si ceux qui ont les caméras éteintes, vous voulez apparaître, n'hésitez pas à la remettre. Voilà, ça va dans les deux sens. Allez, et puis, je suis là. Vous pouvez faire votre plus beau sourire et je vais prendre une petite capture d'écran. Parfait, merci beaucoup. Donc s'il n'y a pas d'autres questions? Non, personne. Merci en tout cas de votre présence et puis de votre attention. Et merci. Merci et bravo pour le partage. Ouais, merci parce que tu si as vraiment pas. Je vous aidais à autre chose, vous avez mes coordonnées et je serais ravie de vous répondre et puis pouvoir échanger avec vous là-dessus. Non, super et bon développement parce que l'énergie est là. Tu disais, je suis pleine d'énergie, pleine de vie. On l'a entendu. Donc, on confirme que tu es dans la bonne voie pour ce qui te concerne en tout cas. Bon courage. Merci beaucoup à tous pour votre participation. Merci beaucoup Sophie. C'était vraiment un partage d'expérience très enrichissant. Je pense que c'était une bonne présentation. Je pense que c'est des points importants à porter sur l'entrepreneuriat. Donc merci beaucoup et merci à tous et je vous souhaite une bonne soirée. Très bonne soirée. Bonne soirée, merci. Bonne soirée. Au revoir.